Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles de ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi ce matin, de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zamba, Tata Bessi, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, Nini, j'allais oublier. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le et célèbre la vie. Moi, je célèbre tous les jours en échangeant ici avec vous. Je célèbre, j'enjoy tout ce que Dieu a créé avant nous autres. Il faut lui rendre grâce, parce que c'est à lui qu'appartient la gloire, aussi longtemps que cette terre existera. Mes chers amis, avant de commencer cette publication, je voudrais avoir une pensée ici pour un monsieur, le monsieur que vous voyez en photo là. Ça fait, je pense, 1 an ou plus que sa fille avait été assassinée à Douala. Et aujourd'hui, lui-même, il est mort de suite d'un accident sans avoir une suite. Sans avoir une suite, comment et par qui avait été assassinée sa fille de 5 ans. Donc ici, une fois de plus, je voudrais avoir une pensée pour cet enfant, pour son père et pour la maman qui est restée et pour les autres parents qui sont victimes de comportements comme ça. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je ne suis pas content du monsieur qu'on appelle Issa Chiroma. Même s'il dit des choses qui sont vraies, il est responsable de la mort de cet enfant. Il est responsable de la dérive dont il condamne aujourd'hui, alors qu'il a été l'un des acteurs majeurs pour que cela arrive. Je voudrais donc ici avoir une pensée pour tous les parents. Présenter mes condoléances à la maman de cette jeune fille, au papa également qui est parti, que son âme repose en paix. Mais ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'un jour ou l'autre, justice sera faite. C'est une question de temps. Alors mes chers amis, vous avez été nombreux, très nombreux, vous qui nous suivez au quotidien, à me faire parvenir les derniers extraits d'une sortie de M. Issa Chiroma sur Brut. Je vous en remercie. Alors avant de commenter, à l'époque le président Paul Biya avait dit qu'il ne commente pas les commentaires, mais avant de commenter cette sortie, pour toutes celles de ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite donc à réécouter le ministre, autrement dit l'ex-ministre Issa Chiroma. Écoutez et regardez. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan
qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne, que ce pouvoir relevant de la souveraineté du peuple se trouve donc accaparé par ces deux groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier, qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont posé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple, et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Si le pouvoir était contre, il m'aurait interpellé. Jusqu'à présent, je ne fais pas l'objet d'une interpellation. Ça veut dire que ça a été acté. La seule chose qui ne changera jamais dans l'existence, c'est que tout change. Mais je n'innove pas. On ne reste pas fidèle à l'incompréhensible, à l'inacceptable. Les Camerounais veulent le changement. Et ce changement prescrit à tous les Camerounais de manière générale, et ceux des partis politiques en particulier. Il faut qu'on se souvienne que l'immense majorité des Camerounais aspirent au changement. Il faudrait donc que les dirigeants de chaque parti politique, individuellement, fassent d'abord leur mieux, leur aggiornamento, ensuite comprennent la nécessité de construire des passerelles pour que les uns aillent vers les autres, afin que nous puissions mettre ensemble effectivement une dynamique. Bien, le ministre Issa Chiroma décrit une situation réelle, vraie. Il ne l'explique même pas avec des mots forts. Tout ce qu'il dit est vrai. Le président Paul Biya est atteint par l'âge. C'est vrai, nous autres, nous ne sommes pas sûrs que nous allons un jour atteindre cet âge-là. Ni l'âge de Chiroma, ni l'âge du père Biya, nous ne sommes pas sûrs, puisque les jeunes aujourd'hui, ils vont à 40 ans, comme celui dont je venais de vous parler tout à l'heure. On enlève les enfants à 5 ans, ils sont assassinés. Alors, atteindre cet âge-là, c'est une grâce. Il nous dit aussi que le président Paul Biya, il y a le poids de la fatigue physique. Et c'est vrai que le président est fatigué. À cet âge-là, on doit l'être. Lui-même, j'ai vu les vidéos de Issa Chiroma sortant de l'aéroport, comme vous pouvez le constater. Lui-même, il marche courbé, ça veut dire qu'il est fatigué. Le poids de l'âge, la fatigue. Il a parlé des contraintes, l'exigence au travail. Il n'a plus de force. Ça, c'est aussi vrai. Je suis d'accord avec Issa Chiroma. Seulement, Issa Chiroma le sait. Depuis 14 ans, comme il le dit lui-même, le président de la République
n'a pas fait le remaniement. Le président de la République n'a pas fait le conseil, autant pour moi, le conseil des ministres depuis pratiquement 14 ans. Mais le ministre Issa Chiroma ne découvre pas ce qui se passe. Le ministre Issa Chiroma ne découvre pas ça. C'est ça qui fait problème. Avant de rejoindre le pouvoir, Issa Chiroma parlait déjà comme ça. Peut-être vous qui avez oublié, j'aime parfois vous rappeler un certain nombre de choses. Avant qu'il ne rejoigne le pouvoir, le monsieur qui parle là, il parlait déjà comme vous entendez là. Réécoutez. Vous estimez vraiment être en harmonie avec vous-même dans votre parcours politique, monsieur le ministre? Tout à fait, tout à fait. Je défie quiconque de m'en prouver le contraire. Alors, nous sommes également allés chercher la seconde surprise de ce programme de Recto Verso. Monsieur le ministre, nous étions exactement en juin 2004, cela fait 10 ans, le 27 juin précisément, dans une radio urbaine de Yaoundé nommée Magic FM. Le programme aussi est connu, Démocrature, présenté par un journaliste que vous connaissez, Roger Kiyek de Kiki. On a capté quelques extraits. Je propose de suivre ce que vous disiez il y a exactement 10 ans, M. Issa Chiroma Bakam. L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. L'histoire de cette période jusqu'à présent n'a été écrite que par les turiféraires du régime, par les inconditionnels de M. Biya, par les gens qui lui sont redevables, qui lui font des clins d'œil et qui par conséquent jetaient l'anathème sur le président Ahidjo, le voué hégémonie. Tous les collaborateurs du président Ahidjo sont morts misérables. Tous. Allez voir les maisons qu'ils ont laissées. C'est vraiment des taudis. C'est 2 fois rien. Le détournement était inacceptable sous le règne du président Ahidjo. M. Biya ne peut pas prendre le Cameroun de la prospérité, comme lui-même il l'a dit, le ramener à la misère, comme c'est le cas aujourd'hui, et s'attendre à ce que ses concitoyens continuent à lui faire confiance et à jeter leur dévolu sur lui. C'est impossible. Le président Biya parle tout le temps de la réconciliation. Il ne la veut pas. Il ne veut pas de cette réconciliation. La dépouille du président Ahidjo se trouve encore à Dakar. Il paraît que sa famille s'oppose au rapatriement de la dépouille. Je n'en sais rien, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le président Biya ne s'appartient pas. Le président Biya est un bien national. Il n'appartient ni à sa famille biologique, ni à sa famille culturelle. Il appartient à toute la nation. Ahidjo a été président de la République. Il cesse d'appartenir à sa famille biologique. Il appartient à tout le Cameroun et c'est au Cameroun d'organiser des funérailles solennelles et officielles au président Ahidjo. Que les gens cessent de dire que le président Biya est bon et ses collaborateurs sont mauvais. Le président Biya, il a dit lui-même, il suffit qu'il opine de la tête pour dégager toute personne qui ne lui convient pas. Il n'a que les gens qu'il veut et qui travaillent comme il veut. Qu'on cesse donc de faire des autres des boucs émissaires. Le responsable de la situation, puisque le président Biya est le seul comptable, ou de la prospérité ou de la misère. Tous les ministres, tous les collaborateurs du président Biya sont comptables devant le président Biya. Il est aussi comptable de la paix, le président Biya. Mais aujourd'hui, vous dites que nous sommes en paix. Le Cameroun est calme. Et s'il y a paix, c'est la paix des cimetières. Regardez aujourd'hui le culte de la personnalité auquel on procède aujourd'hui au niveau des médias officiels. C'est simplement inacceptable. Le syndrome du Zaïre est en train donc de faire son apparition au Cameroun. Il faudrait que ce peuple baroudeur se réveille, qui se dise non. On doit construire la prospérité basée sur la solidarité, basée sur l'équité, sur la justice, et non aujourd'hui sur des mensonges grotesques et de l'assimilation. Voilà quelques extraits florilèges, je dirais, de ce programme Démocrature. Vous êtes passé il y a 10 ans avec un ton sévère par rapport à celui qui est aujourd'hui votre patron, comme vous le disiez, il était déjà président de la République. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Bien, le président Biya ne s'appartient pas. Le président Amadou Ahidjo ne s'appartient pas. Le président Amadou Ahidjo ne s'appartient pas. Le président Biya ne s'appartient pas non plus. Alors lui qui a donc rejoint le président Biya pour aider le président Biya à prendre des mesures, à faire rentrer le corps d'Amadou Ahidjo, est-ce qu'il a fait cela? Issa Chiroma nous parle de la mort de Martinez Zogo, une mort tragique, grave. Donc je condamne ici depuis que vous connaissez cette affaire. Mais Issa Chiroma, j'aurais aimé que Issa Chiroma nous dise que quand je suis arrivé au gouvernement, j'ai trouvé qu'il y avait le coupeur de route. Mon action, en tant qu'un homme du gouvernement, bien que n'occupant pas des postes sécuritaires, j'ai pesé de mon poids pour que l'ordre revienne dans cette partie du Cameroun. Alors, il y a eu les coupeurs de route. Aujourd'hui, nous avons Boko Haram jusqu'aujourd'hui. Issa Chiroma part, comme il est venu, il a trouvé Boko Haram, il repart en laissant Boko Haram et il continue à critiquer celui-là qu'il a appelé à ses côtés, que vraiment mon fils,
viens m'aider à travailler. Alors, quel est ton bilan? Quand tu pars en laissant ton père sur le carreau, tu as fait la description de son état physique, fatigué, usé par le poids de l'âge, par les exigences du travail. Alors quand tu parles là, tu diras à tes militants que je suis allé là-bas, quel est mon bilan. Quand tu parles, tu diras donc à tes militants quel a été ton bilan pendant ta durée, ton séjour aux côtés du président. Que diras-tu à tes militants? Je suis allé là-bas, je me suis empiffré, j'ai construit des maisons, mes enfants sont allés à l'étranger, j'ai acheté des camions remorqueurs pour travailler. Alors le peuple de ta région n'a pas l'eau, n'a pas d'électricité, est en insécurité. Les compatriotes du Grand Nord vivent dans l'une des régions riches mais pauvres. C'est-à-dire que toutes les régions du Cameroun sont très riches, mais les populations sont pauvres. Alors tu es appelé par le président. Après avoir fait toutes les critiques, le président t'appelle. Il dit, bon, mon fils, mon compatriote, viens m'aider. Maintenant, tu es allé là-bas. À Douala, tu as des terrains. Au Grand Nord, tu as investi. Tes enfants ont été envoyés partout. Tu as vécu. Bien vécu. Tu as magasiné, tu as mis de côté. Parce que s'il y a un audit aujourd'hui, je suis convaincu que tu iras en prison. Mais ce n'est pas l'objectif. Parce que t'arrêter maintenant et te mettre en prison, ce sera faire le jeu, ton jeu. On va dire que voilà, parce qu'il est parti du gouvernement. Non, ce n'est pas le moment. Le président aurait fait ça depuis très longtemps. Alors tu aurais exigé ça au président parce que tu as parlé des compatriotes du président Amadou Ahidjo qui sont morts pauvres. Et que ceux de M. Biya s'empiffrent, volent, pillent. Si on fait l'audit aujourd'hui là, on sera convaincu que de la Cameroun Airlines, quand tu étais ministre des Transports, à la communication, en passant par le dernier poste, il y a des trous à combler par des jours de prison. Alors ce n'est pas sérieux. Je brille par la fidélité et la loyauté au peuple camerounais et au Cameroun. Je me souviens quand Atangandji m'avait contacté, nous étions là en septembre 2014, il m'a proposé que je sois nommé consul général à New York. J'ai dit non. Pourquoi? Parce que j'ai su lire mon efficacité à ce poste. Je lui ai dit que je suis un soldat. La seule chose que je puisse faire, c'est servir l'armée. Là où je suis sûr que je peux garder un magasin, l'entrée et sortie. Là où je suis convaincu que je peux garder une frontière. Là où je peux apporter une pensée idéologique, pragmatique, tactique, stratégique et méthodique. En géopolitique, géosécurité, c'est là où je peux investir mon effort et mon intelligence. Je ne peux pas être consul parce que ce n'est pas mon cursus. Alors si vous allez au Grand Nord, au Nord-Ouest, au Sud-Ouest, à l'Ouest, au centre, au sud, à l'est, vous trouverez certainement des Camerounaises et des Camerounais qui ont fait des études dans ce domaine-là. Parce que les Camerounais sont ingénieux, ils sont cultivés, ils sont intelligents, elles sont belles, ils sont beaux. C'est vrai, ils manquent de conviction, ils sont jaloux, mais le reste, ils sont bons. Vous trouverez certainement une ou un, mais pas moi. J'ai refusé. Mais vous avez accepté, c'est votre droit. Maintenant, en acceptant, quel est le bilan? Parce que venez nous dire que vous êtes parti, le président est fatigué, le gouvernement est dirigé par deux familles, ça nous connaissons puisque je vous en parle ici régulièrement. Les Boulou Nanga de la Camorra, les Nanga Boulou de la Camorra. Je vous dis ça depuis très longtemps. Les petits Nanga qui sont au pouvoir ont accompagné le président dans la situation dans laquelle vous avez activement contribué et participé. Vous le saviez depuis. Vous avez vu la canne, vous avez vu le Covid, vous avez vu tous les détournements, vous avez vu les militaires mourir dans le Nozo, vous avez vu les militaires mourir victimes de Boko Haram dans votre région, le Grand Nord. Vous avez vu tout récemment des professeurs égorgés, des professeurs, fils de la République du Cameroun, égorgés, brûlés. C'est-à-dire que le feu les a égorgés, c'est-à-dire qu'on les a égorgés, le feu les a tués, et les gens venaient filmer comme ça. Je ne vous ai pas vu sortir pour vous indigner, je ne vous ai pas vu demander une réunion d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas fait ça. Alors ce n'est pas normal. Je me souviens encore il y a quelque temps, vous disiez que vous allez accompagner le président Paul Biya. Jusqu'à ces derniers jours, vous le disiez encore. Écoutez et regardez. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, ça, vous foncez. Non, mais ça, c'est... Très bien. Votre carrière fait de vous, si j'ose dire, un des
bâillement du marigot politique national. Vous qui avez été conseiller municipal UNDP de la ville de Garoua en 1992, député à l'Assemblée nationale la même année, ministre des Transports, je l'ai dit, de 1992 à 1996, président fondateur du Front pour le Salut national du Cameroun depuis 2007, ministre de la Communication de 2009 à 2019 et ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis le 4 janvier 2019. Êtes-vous prêt à compléter ce CV, votre CV, en 2025 pour couronner en quelque sorte votre carrière au sommet? Qu'est-ce que vous entendez par là? Êtes-vous prêt à aller aux élections comme candidat? Vous me surprenez. Vous me surprenez. Je vous ai dit que j'accompagne le président Biya jusqu'à la fin de sa carrière. Vous voulez dire donc qu'en 2025, le président va arrêter? Il y a une élection. Mon engagement, c'est d'accompagner l'homme, le chef de l'État. Tout au long de sa carrière, nous avons dit que nous souhaitons longue et heureuse jusqu'à la fin. Si en 2025, le président Biya se porte candidat, je n'ai pas remis en cause mon engagement à le soutenir. Je ne l'ai pas remis en cause. Mais s'il n'est pas candidat, vous foncez. Non, mais ça, c'est votre problème. Le mien, je le garde avec mes militants, avec mes sympathisants. C'est pour l'information de nos publics. En tout cas, ma dernière question, vous y avez apporté déjà une réponse en quelque sorte, parce qu'on observe des batailles de positionnement. Et là-dessus, il y a au moins deux camps. Ceux qui disent, après Paul Biya, nous partons tous avec lui et nous passons la main à une nouvelle génération. Et il y a un deuxième groupe qui dit, après Paul Biya, c'est moi, notamment donc les opposants. Et on se serait attendu qu'en tant qu'opposant, vous soyez de la deuxième catégorie. Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? Pourquoi voulez-vous choisir à ma place? C'est la logique. J'avais 14 ans, cher monsieur, quand j'ai commencé à flirter avec la politique. 14 ans. Et tout mon séjour en tant qu'étudiant, je n'ai fait que des études scientifiques pour lesquelles j'y étais envoyé et de la politique. Je suis probablement l'un des plus anciens, sinon l'un des plus vieux dans ce domaine-là. Comme on dit, on n'apprend pas à un singe à faire la grimace. Permettez que dans le retrait, dans le secret du silence, dans la méditation, dans l'observation, que mes militants et moi, qu'on se recueille et qu'on décide de l'avenir de notre parti, le moment venu. Vous anticipez, c'est vrai, gouverner c'est anticiper, mais quand il s'agit de la politique et de Chiroma, il y a toujours des limites. Est-ce que Biya va continuer ou pas? Biya continue, je l'accompagne. Biya ne continue pas, là les militants vont décider du devenir du parti et de leur président. En attendant cette décision, quoi qu'il en soit, vous serez toujours... Bien, vous décrivez une situation réelle, vraie. Mais c'est ce que je dis, dans ce que vous venez de dire là maintenant, c'est ça, on n'a pas besoin d'ouvrir le Coran, la Torah, la Bible, pour chercher la définition du mot Judas. On n'a pas besoin d'aller chercher dans la Torah, la Bible, le Coran, pour trouver la définition du mot Judas. Quand on décide d'être un allié, dans les conditions dans lesquelles vous décrivez les conditions par lesquelles vous êtes rentré et pour lesquelles vous sortez. Dans les deux cas, vous n'avez rien changé. Vous êtes entré avec la critique, vous avez fait plus de 20 ou 25 ans à l'intérieur de ce système, vous ressortez avec la critique. Quel était votre but d'y entrer? C'est ça que j'appelle la trahison. Vous savez, moi qui suis dehors, on me pose la question de mon bilan. Je peux vous donner mon bilan qui est plus que le bilan d'un général en fonction. J'ai tellement travaillé. J'ai amené beaucoup de jeunes Camerounais à prendre conscience. Je vais vous donner une confidence, monsieur Issa Chiroma. Vous m'avez beaucoup inspiré. Oui, monsieur. Parce que je n'avais jamais su qu'un homme politique pouvait être aussi véridique. Oui, je me suis inspiré de vous. De cette capacité à dire des choses avec des preuves, avec des exemples. Ça m'a inspiré comme beaucoup se sont inspirés de moi. Alors, je suis un peu déçu. Vous me laissez là, à ma fin, sortir comme ça sans votre propre bilan.
Vous n'êtes pas le premier à décrier cette situation. Tout ce que vous avez dit là, il y a quelqu'un qui n'est pas dans le gouvernement qui l'a dit et qui le dit régulièrement. Massanga Nyamding. Massanga Nyamding dit ce que vous dites là. Il est dans le RDPC. Il a été mis à l'écart. Il avait dit ça, c'est-à-dire de façon, chaque fois, dans chaque domaine, quand vous parlez de deux familles, il a décrit le tribalisme. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin. Ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région. Centre, Sud et Est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité? Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais du domaine universitaire, sur 10, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, Sud et Est. Vous pouvez prendre le gouverneur du Nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud-Ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'Est, et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle Centre, Sud et Est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ben oui, Centre, Sud et Est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux, estimé collègue Aboya. On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique Ondoa, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur lui-même, il est du centre, je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Aboya est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur est du centre. Chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de lyrique sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Eba Ebe, chef de département d'économie, est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est pas né, une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du Sud. Le vice-recteur, notre collègue Wonangini, il est du Sud. Le doyen de la faculté de médecine est du Sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques à Cam, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques, Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que
et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, M. Sangani Amding. C'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qu'il signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis biaï, c'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Chang, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques du Vélo est d'ici. Quand vous allez à Ngaoundéré, le doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques au Nana est du centre. Nous, les Sawa, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je vais dire. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud? Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive, regardez les grandes ambassades. Paris, c'est un gars du centre, Ekoumo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Mais faut qu'on le comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est évident, il est bourg. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas. C'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, et vous croyez donc que... Laissez Galim Bekem vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autres corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a seulement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon oncle, voilà mon oncle. Et son mari n'est pas mon oncle maternel. Si. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Les nominations des ambassadeurs. Il n'y a personne au Cameroun qui a réussi à publier ça plus que M. Sangani Amding qui l'a fait après moi. Yes, M. Sangani Amding, lui au Cameroun, après que j'ai publié ici, l'armée, la ceinture sécurocrate du président de la République est constituée de ses propres enfants qui ont encore tenté à un coup d'État il y a quelques jours. Je vais vous expliquer ça. Ce que je vous dis est très grave, n'est-ce pas? Ils ont tenté un coup d'État au président il y a quelques jours. Donc j'ai décrié cette situation d'avoir toute la ceinture sécuritaire du président de la République sont ses propres parents, mais qui ont trahi le président. Les assassinats dont tu en parles, la mort de Martinez Zogo, elle a été organisée par qui? Par les enfants du président dont tu en fais partie. Mais Sangani Amding a donc décrié le tribalisme, les deux familles, il est mis de côté. Yes, il a parlé, tout le monde a regardé. En 2018, M. Sachiroma, il y a un autre Camerounais, aussi pointu que toi, un autre intellectuel, en utilisant des mots forts, qui a refait exactement la même chose. Il s'appelle Kamto Maurice. Il a décrié la situation du Cameroun. Il a décrit avec preuve à l'appui parce qu'il était sur le terrain. Il a touché du doigt. Il ne l'a pas dit étant aux États-Unis, il ne l'a pas dit étant en Angleterre ou en France, il a dit étant au Cameroun, au Conseil constitutionnel. Il a décrié la situation du Cameroun comme personne ne l'a jamais fait. De façon complète, avec des mots forts, avec des preuves à l'appui. Qu'est-ce que vous avez fait pour soutenir son propos? Parce que si vous parlez aujourd'hui de 14 ans, ça veut dire que vous parlez bien avant 2018. 2018, ça fait 7 ans. Donc 7 ans fois 2. Vous avez eu le temps de regarder, de suivre Kamto Maurice, d'observer et d'écouter ce qu'il disait. Mais vous êtes resté dans votre bureau. Vous avez pris l'argent de la campagne. Vous avez mangé. Vous avez entraîné le Cameroun dans la dérive. Les peuples du Nord, c'est l'un des peuples les plus pauvres. Après le Sud, Cameroun, région natale du président de la République, l'un des peuples assis sur une terre très riche, mais qui est pauvre. Mais vous n'avez rien fait. En 2018, vous avez pris l'argent, vous avez mis dans votre poche. Vous avez dit que, voilà, le réservoir des voix, c'est le Grand Nord. Dès que le Grand Nord a voté, personne ne peut plus dire le contraire.
Mais c'est ce Grand Nord, vous venez dénoncer aujourd'hui, qui n'ont rien eu. Et donc vous retournez à la base. C'est une moquerie pour qui? Pour Paul Biya, pour vous ou bien pour le peuple? Dans tous les cas, c'est pour 2 personnes. Vous avez usé les 2 personnes. Vous avez trahi 2 personnes. Vous avez trahi Paul Biya qui vous a appelé à ses côtés. Et vous avez trahi le peuple camerounais qui vous a fait confiance, pour lequel vous avez utilisé pour se faire hisser en utilisant la pauvreté, la malgouvernance infligée à ce peuple-là, les crimes, le terrorisme, les dénonciations, pour pouvoir attirer l'attention du président. Voilà, je vais prendre donc cet enfant du Nord, ce compatriote du Nord. Alors lui, il aura l'œil ouvert pour mieux voir ce qui se passe là-bas. Mais vous y êtes allé pour vous tout seul. Vous n'êtes pas seul comme ça. Vous avez Manaouda Malachi. Ils sont nombreux dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc, ce que vous avez dit, rien n'est nouveau. Rien. Puisque chaque année, pour aller à une élection pendant 7 mandats, 42 ans, les opposants utilisent la même rhétorique, les mêmes propos. Rien ne change, mais vous êtes là avec le président et vous lui faites comprendre que tout se passe bien. On va filmer les routes en Guinée équatoriale. On amène les photos, on monte les faux dossiers pour montrer au président que non, les routes ont été faites, les routes ont été travaillées. Le ministre Nganou Djomessi, lui-même, il est venu invité par Famandongo dans le sud. Il a expliqué comment les enfants du sud sont allés lui dire de facturer le kilomètre de route à 1,2 milliard. Emmanuel Nganou Djomessi pointe du doigt la corruption entretenue par les élites du Sud. J'ai reçu une bonne délégation de cette région qui est venue battre campagne, entre guillemets, pour l'entreprise qui est sur le terrain aujourd'hui, m'invitant à accepter le kilomètre de route à 1,2 milliard. Ça a entraîné des échanges épistolaires qui ont pris 6 mois. Je disais non. Bien plus. Le ministre des Travaux publics est le réceptacle des ressources destinées à l'aménagement de routes. Ce n'est pas le ministre des Travaux publics qui s'en va les chercher pour se les mettre à disposition. Que ce soit l'entreprise X ou... Voilà. Mais est-ce que ce monsieur-là ne s'est jamais levé pour dire au président que voici ce qui se passe, voici ce qui se passe, voici ce qui se passe? Ce monsieur-là n'a jamais fait le bilan de ces plusieurs années au ministère des Travaux publics. Il ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, c'est un autre ministre qui se lève et fait le bilan à sa place. Ce ministre-là s'appelle Mbarga Ngele, qui a dénoncé l'état de route au Cameroun en lieu et place de Nganou Djomessi. Dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le conseil des ministres au palais de l'Unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement nouvellement mis en place pour suivre et exécuter les directives en vigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud-ouest, à Moutenguene. Entre Yaoundé et Moutenguene, ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vécu cette situation auparavant. Pourquoi? Le président a donné des orientations, a donné des instructions. Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Bien. Alors quand vous vous comportez comme ça, vous toutes et vous tous, vous vous moquez de qui? De celui qui vous a nommé ou du peuple camerounais qui vous a fait confiance? Mbarga Ngele qui parle là. Si on lui demandait aujourd'hui le bilan des passeports, le bilan des vignettes, le bilan des timbres, le bilan des cartes d'identité, le bilan de tout ce qui a à sa charge, le bilan sécuritaire, la police est l'une des structures les plus corrompues dans notre pays avec la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il a fait à son niveau? Qu'est-ce que Biya
vous a fait de mal en vous nommant? Je vous pose cette question-là en souriant. Qu'est-ce que Biya vous a fait de mal en vous nommant? Pourquoi mérite-t-il le traitement que vous lui faites aujourd'hui? Les rapports de Bargangué disent que Patrice Noma n'aime pas le Cameroun, n'est-ce pas? Alors que je n'ai jamais rien géré, mais j'ai rempli mon carnet de route. Partout où le président m'a envoyé en mission, j'ai réussi à ma mission à 100%, 150, 200%. Mes chefs peuvent vous témoigner avec mes notes. Je suis parti de moi-même. Mais vous lui avez dit dans les rapports que je n'aimais pas le Cameroun. Alors si nous nous asseyons dans une salle de classe, ou dans une salle, dans un bureau tout de suite là, et le président est assis, il vous pose la question, qui parmi ces enfants que nous sommes aime le Cameroun, et aime le président, et aime le peuple camerounais? Je suis sûr que je serai parmi les 5 Camerounais qui aiment le Cameroun, et vous ne serez pas parmi les 5. Je suis sûr et certain. Vous avez vu des militaires qui ont récupéré les femmes et les enfants au dos, les bébés au dos. Ils les ont tirés dessus, ils ont tué. Vous ne vous êtes pas levé, vous ne vous êtes pas indigné, alors que vous étiez déjà au gouvernement. Vous avez vu dans le Nosso, à Gabour, les autorités ont eux-mêmes reconnu les crimes de masse. Crimes de masse. Des enfants tués, calcinés, brûlés. Je vous ai montré le rapport ici. Qu'avez-vous fait pour dénoncer cet état de choses? Rien, n'est-ce pas? La seule chose qui vous intéresse, c'est vous. Quand vous avez parlé, vous êtes convaincu que c'est votre voix qui va être portée. Alors vous ne pouvez pas faire l'autocritique, la rétrospective de vos propos que je viens de publier et de ce que vous avez réservé au peuple camerounais. Ce n'est pas sérieux, monsieur. Il faut que les enfants apprennent quelque chose. Apprennent à être des hommes de parole, des hommes dignes, des hommes d'honneur, des hommes fidèles. You know? Il faut essayer de garder un esprit de loyauté doit vous habiter. Tout ce que vous avez dit est vrai. Tout ce que vous avez dénoncé là est vrai. La seule chose, c'est que où étiez-vous? De quelle fenêtre? À travers quelle fenêtre? À travers quelle lucarne? Voyez-vous ce qui se passe? Ce que vous décriez là, vous voyez ça à partir d'où? De l'intérieur. Que faisiez-vous? Vous étiez ministre, pas ministre délégué. Vous étiez un ministre ayant occupé des postes importants dans notre pays, le Cameroun. Mais malheureusement, ce qui arrive maintenant n'est pas votre faute. C'est la faute des services de renseignement. Parce que si les services de renseignement faisaient leur travail, vous seriez en prison depuis au moins 15 ou 20 ans. Si on faisait l'état des lieux, le bilan, l'audit, vous seriez en prison depuis très longtemps. Parce que vous avez trahi le peuple camerounais. Vous avez trahi la confiance du président et vous avez trahi tout le peuple du Nord. Malheureusement, les services de renseignement chez nous ont vite fait des traités avec des bandits, comme ce que vous avez vu, avec ce que vous-même vous avez dénoncé. La mort de Martinez Zogo, des patrons du renseignement camerounais qui donnent des informations aux individus au quartier et qui vont vendre ces informations-là en Guinée équatoriale et se font de l'argent pendant qu'on tue à tout va dans leur propre pays. Mais fabriquent les faux bulletins d'information pour aller vendre à Obiangema de l'autre côté et se faire de l'argent. Vous ne vous êtes pas indigné. L'affaire Martinez Zogo dont vous parlez maintenant, qu'avez-vous fait pour dénoncer? Vous qui parlez bien en tant que ministre de la Communication. Je me souviens quand j'avais dénoncé les enfants, les femmes et les enfants qui avaient été tués. Beaucoup d'entre vous, membres du gouvernement, étaient sortis pour dire que nous m'a raconté tout et n'importe quoi alors que je donnais des images, des preuves à l'appui. Il avait fallu à l'époque que l'ambassade des États-Unis au Cameroun et le département d'État sortent et d'autres agences, comme les autres agences qui se battent pour les droits de l'homme, confirment la véracité des photos et des vidéos que j'avais présentées au président et au peuple camerounais. Alors que vous avez tout fait pour me peindre en noir. Aujourd'hui, vous vous manifestez en vrai de qui vous êtes, c'est-à-dire les traîtres de la République. Le mot traître pour moi a un sens. Vous nous avez dit que vous partez, vous rejoignez le gouvernement pour changer les choses. C'est pour ça que vous avez fait appel au président. Vous avez parlé, vous avez crié, vous avez informé, vous avez dénoncé. Le président a fait appel à vous. Maintenant vous sortez et vous décriez les mêmes choses que vous avez dit il y a 20 ans, alors que vous étiez à l'intérieur avec le président. C'est ça la trahison. Toutes celles de ceux qui veulent savoir la définition de Judas qui avait vendu Jésus doivent tout simplement écouter votre parcours et écouter vos sorties pour comprendre le degré de la traîtrise. Vous n'êtes pas seul comme ça, vous êtes tellement nombreux. Malheureusement, ça a été comme ça même avec mes parents du sud, du centre, de l'est, le mensonge, la manipulation. Aujourd'hui, le Cameroun est à feu, partout. Toutes les régions du Cameroun aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait des morts dans toutes les régions du Cameroun.
région du Cameroun. Ce qu'on vous présente là, c'est pour des gens qui ont eu la caméra, le téléphone au bon moment pour dénoncer. Mais ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est plusieurs fois, milliers de fois, que ce que nous voyons au quotidien. Alors vous avez été un acteur actif de cette dégringolade, de cette insécurité, de cette pauvreté. Vous avez dit que vous allez chercher les Chinois, les étrangers parce que les Camerounais ne travaillent pas. Qu'avez-vous fait pour que ces Camerounais-là travaillent? Travail et de la formation professionnelle des Camerounais. Nous avons 130 Chinois qui sont là. Mais vous savez, la construction de ces questions. Les étrangers travaillent chez nous parce que nous n'avons pas de Camerounais qui soient capables de faire le travail. Nous avons 130 Chinois qui sont là. Mais vous savez, la construction de ces questions. Les étrangers travaillent chez nous parce que nous n'avons pas de Camerounais qui soient capables de faire le travail. Voilà. Qu'avez-vous fait pour que ces Camerounais travaillent? Avez-vous créé une usine dans le Grand Nord? Avez-vous créé un centre de formation dans le Grand Nord pour former les Camerounais dans quoi et depuis quand? Non. Vous avez trahi le président de la République. Mais moi, je ne vais pas trahir le père. J'invite les Camerounais à ne pas trahir le père. Pas parce que je suis fier de ce qu'il a fait. Je connais les limites d'un papa comme vous-même vous l'avez décrié. Mais comme je sais que moi, en tant que fils, c'est moi qui échoue. Aucun père n'échoue. Tout du moins, 90% des papas n'ont pas vocation à échouer. Il y a 10% qui sont fous, qui tuent leurs enfants, violent leurs enfants, abusent leurs enfants, sodomisent leurs enfants, comme pas mal d'entre vous dans le gouvernement. Pas, toi, je n'en sais trop rien, mais il y a beaucoup dans ce gouvernement-là qui n'ont fait que ça, abuser sexuellement de leurs enfants. Je suis donc convaincu que le président de la République a échoué dans cette institution que je combats, que je condamne. Mais le père Biya a fait ce qu'il avait à faire parce qu'il a appelé des fils comme vous qui ont déçu. Alors j'invite le père et toutes celles de ceux qui sont dans la diaspora et au Cameroun à réfléchir la transition au Cameroun. Parce que les jours à venir nous réservent un mauvais coton à tisser. C'est très dangereux. Parce que tout ce qui se passe en ce moment ne nous réserve pas un avenir prospère. Ça nous réserve un avenir gris, désordonné. Il va donc falloir que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités. Commenter, publier, raconter nos vies, c'est bien. Mais à ce moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités en main pour que nous puissions avancer. Ok? J'invite donc les Camerounaises et les Camerounais à ne pas se comporter comme vous, à dénoncer, à prendre leurs responsabilités. Pour que les choses changent pour tout le monde, pas pour des petits, pas pour des individus. Ce n'est pas après avoir mangé, on s'empiffre, le ventre est bien dodu, rempli, on va s'asseoir de l'autre côté pour dire voilà, celui qui m'a nourri là est un mauvais père. Celui qui m'a nourri là n'a rien fait pour vous, mais moi il m'a nourri. Alors je le dénonce depuis 43 ans, il n'a rien fait. C'est pour ça que je viens vous voir. C'est honteux. C'est triste et c'est malheureux. C'est méchant même à la limite. Donc je tenais ici à vous le dire, à dire que on ne vous reproche pas d'être parti. Personne ne vous reproche de quitter le gouvernement. Non. C'est votre droit, c'est votre choix. Mais ce que je reproche, ce sont les propos qui accompagnent votre départ. Parce que vous avez contribué, vous avez participé, vous avez été actif. Maintenant, vous accusez celui-là qui vous a tendu la main. C'est comme si Galax et Toga sortaient aujourd'hui, vous dites que non, j'ai été le ministre de la Sécurité, ça ne va pas mal, c'est bien vont de la faute. Il a volé l'argent, il a violé les filles, il a abusé des filles, lui-même s'est fait sodomiser, il a volé le budget avec sa femme et ses enfants. Mais aujourd'hui, il va accuser Paul Biya alors qu'il a eu l'un des meilleurs postes. Pourquoi? Pour leur fantasme personnel. Coucher avec toutes les filles de la gendarmerie. Voler, construire des maisons que vous allez abandonner demain. Nous sommes tous des passagers de l'histoire, des passagers de cette terre. La seule chose qui restera, ce sont nos valeurs que nous aurons là inculquées à nos enfants. Pour que nous ne soyons pas envahis, disparaître demain par d'autres nations qui viendront nous imposer leur culture de sodomifiants. C'est pour ça que nous nous battons au quotidien, monsieur le ministre. Donc personne ne vous empêche de démissionner, mais c'est des propos utilisés après votre démission. C'est ce que j'appelle la trahison. Monsieur Biya vous a tout donné. Dites-nous tout simplement que j'ai échoué à la mission qui m'a été donnée par le président parce que c'est un système. C'est un système qui est fait pour que personne ne réussisse. Personne ne peut réussir dans ce système-là. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo, comment ils ont tenté un coup d'État. Il y a quelques jours, quelques jours là, je ne vous parle pas de l'année dernière, il y a quelques jours où ils ont raté un coup d'État avec le président de la République. Les mêmes personnes à qui le président a tout donné.
La seule chose qu'ils réservent au président, c'est de le tuer. Ils ont programmé éliminer sa femme. Et quand je parle à cette femme-là tous les jours, je lui dis que mais fais attention. Un jour ou l'autre, tu vas sortir avec les pieds devant. Et tu verras. Parce que vous ne comprenez pas. Tout pour vous, c'est l'argent, c'est le bien. Ça s'est passé là il y a quelques jours. Je vais expliquer ça dans la prochaine vidéo. Vous allez comprendre. Bien. Excusez-moi mes chers compatriotes, je voulais échanger avec Issa Chiroma, essayer un peu de mettre les choses au clair. Je ne suis pas contre, je n'ai même pas le pouvoir, je n'ai pas qualité à empêcher quelqu'un de démissionner parce que ce n'est pas moi qui nomme qui que ce soit. Mais je voudrais mettre les choses au clair. Ne pas prendre les Camerounais et les Camerounais pour des pégnons. Vous avez choisi de servir un monsieur, vous êtes empiffré, vous partez, vraiment, dites-lui merci et dites-lui que vous avez échoué à la mission qu'il vous a donnée. Et que vous avez été égoïste vis-à-vis de lui et vis-à-vis de votre peuple. Et partez. Personne ne va vous en vouloir. Il y a d'autres qui sont morts. Vous avez dit qu'on ne les a pas remplacés. Vous le saviez depuis, pourquoi vous le dites maintenant? Alors j'ai donc voulu vous faire comprendre que c'est votre échec. Vous avez démontré qui vous êtes. Vous n'avez pas fait revenir M. Amadou Ahidjo, ni même sa femme. Alors que c'était ça, votre drapeau rouge, présenté au président tous les jours, que Amadou Ahidjo doit rentrer au Cameroun. Vous avez été plus de 20 ans aux affaires. Vous êtes reparti en laissant Amadou Ahidjo. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons le faire rentrer. Soyez-en sûrs. Avec son épouse. Ils vont rentrer au Cameroun. Ils vont être bergers. Et nous allons dire merci à nos compatriotes du Sénégal qui sont d'une hospitalité sans pareil. De tous les présidents successifs sénégalais, le peuple sénégalais ont hébergé nos parents vivants, même morts, même ceux qui sont encore vivants là-bas au Sénégal. Vraiment, nous ne leur dirons jamais assez merci. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.